BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver et si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, encore une fois, je vous souhaite une très très belle année 2022, bourrée évidemment d'innovation et plein de bonnes choses, bien sûr la santé, le bonheur, etc. etc. On se retrouve comme chaque week-end, votre heure dédiée à la tech, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV la chaîne, sur les box, et puis bien sûr sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Et pour ce retour de quoi je me mêle dans nos studios parisiens tout à l'heure, eh bien on va poursuivre ce CES. Je recevrai l'un des porte-parole de chez Sony. Sony qui a annoncé pas mal de nouveautés en matière de télé, mais aussi d'automobile, et forcément ça attise notre curiosité. Nous recevrons donc un porte-parole de Sony dans quelques instants. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur Twitter. Vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM, la page Facebook aussi de quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT, bien sûr, pour débuter et pour reprendre nos bonnes habitudes, j'accueille Éric Le Bourlou. Salut Éric. Salut. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com, et il est en face cette semaine d'Anthony Morel. Bonjour Anthony. Salut François, salut Éric, bonjour à tous. Et bonne année à tous les deux. Eh ben voilà. oui, merci. meilleur vœu, c'est vrai qu'on s'est pas vu avec le CES. On s'est pas vu avec le CES, hein. Vous m'avez manqué, vous n'étiez pas là. Nous aussi. Non, mais voilà. Mais non, on n'est pas, pas cette année. L'année prochaine. Écoutez, vous savez quoi, on se rattrapera l'année prochaine. Espérons-le. Alors, évidemment, plein de bonnes choses à vous annoncer. Tiens, une petite nouveauté qui se trame. Je peux pas tout vous dire, mais je fais un petit teaser. 01 TV va arriver, là, dans les semaines qui viennent, sur une nouvelle box. Je ne vous en dis pas plus. On fait durer un petit peu le suspense, mais voilà. On va commencer par l'actu de cette semaine et on va dire une date importante. Il y a 15 ans, rappelez-vous, c'était en 2007, janvier 2007. Steve Jobs était sur scène et nous balance un truc incroyable. Tiens, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez ces images. Voilà, on découvrait un produit qu'on n'attendait pas, c'était l'iPhone. Ça fait 15 ans et forcément, il était tout à fait normal qu'on ouvre ce club de la presse IT sur ce sujet. Ouais. Anthony, Eric, on s'en souvient. Ça donne presque un petit frisson de souvenir en fait de voir ça, de retrouver. Enfin, je pense que ça, pour tous les technophiles, c'est pas question d'être Apple fanboy ou quoi que ce soit, mais ça va bien au-delà de ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment un moment de rupture quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on se souvient tous de l'endroit où on était. Je pense quand ça s'est produit, ouais. On n'a pas forcément mesuré à l'instant T les implications que ça aurait en fait ce lancement et le fait que c'était le début d'une révolution, d'un truc qui allait vraiment changer nos vies. Enfin, réellement, là, s'il y a un objet qui a changé nos vies, c'est vraiment enfoncer une porte ouverte que de le dire. Ces 15 dernières années, c'est quand même ça, c'est quand même le smartphone. Et c'est vraiment amusant de se replonger dans cette époque-là. Parce que du coup, je me suis replongé un peu dans les specs qui avaient été présentés. Donc, c'est l'appareil révolutionnaire, hein, évidemment, l'iPhone à l'époque. Et quand tu te replonges dans le truc, tu te rends compte quand même que c'était un téléphone qui était en 2G seulement. Ouais. Il n'y avait pas de copier-coller. On était en Edge à l'époque. On était en Edge, on ne pouvait pas envoyer de MMS, on ne pouvait pas faire de selfie, il n'y avait pas de caméra frontale. Écran 3,5 pouces, donc qui nous semblerait minuscule par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. C'est là qu'on voit quand même de la manière dont ça a évolué. Mais évidemment, ce n'est pas pour minimiser l'exploit incroyable qui était de présenter cette technologie-là. C'était le début du chemin, C'était le début du chemin. Ce qui était incroyable, en fait, surtout avec ce téléphone, c'est que là, on les voit, regardez la concurrence de l'époque. Aujourd'hui, ils ont un minuscule écran et un énorme clavier. On va se débarrasser du clavier et on va faire un écran hyper immersif. C'est ça, ce qui était dingue, c'était de voir cette interface qui s'appelait multitouch, mais qui était incroyable. C'est-à-dire, c'était le premier téléphone qu'on pouvait utiliser avec plusieurs doigts. Et ça, c'était vraiment révolutionnaire. C'est vrai. Et je me rappelle de cette conf où Steve Jobs à un moment fait glisser son doigt. Comment vous sélectionnez vos chansons sur la fonction iPod? Simplement vous faites glisser le doigt, là vous voyez ce qu'on connaît bien aujourd'hui, le swipe comme ça pour se balader dans l'interface. Ce qui était absolument révolutionnaire, c'était du jamais vu, et c'était ça aussi qui a aussi lancé cette révolution d'interface, qui a lancé ce qu'on connaît aujourd'hui évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que tu soulignais le talent de VRP évidemment de Steve Jobs, qui était un génie pour ça, qui avait un charisme fou quand il était dans ses keynotes comme ça. Et c'était amusant de voir aussi que l'intensité qu'il y avait quand il y
il y avait ces annonces, parce que il savait faire durer le suspense. Ouais. Il y avait le One More Thing, toujours à la fin. Ouais. Il y avait le fait aussi qu'il y avait beaucoup moins d'informations qui fuitaient par rapport à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment la surprise. Tout à fait. Je pense qu'à l'époque, moi, je commençais ma carrière de journaliste tech, donc je crois qu'on savait qu'il allait annoncer ça, mais on n'en savait pas beaucoup plus. On n'avait pas vraiment d'éléments complémentaires. Et c'est vrai que ce qu'on ne savait pas non plus à l'époque et ce qu'on a su après, c'est que la démonstration aurait aussi pu complètement foirer. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil n'était pas complètement prêt. Exactement. Et donc, il devait suivre un schéma extrêmement précis de appuyer sur tel bouton, puis sur tel bouton, puis sur tel bouton. Et si c'était planté à ce moment-là... un script, en fait. Ah, mais c'est ça, c'était complètement scripté. Et s'il y avait eu un bug, là, pour le coup, ça aurait pu coûter très, très cher. Ça aurait été un vrai problème. Mais effectivement, déjà, je pense que c'est... quand on parle de keynote tech, qui maintenant sont partout, tout le monde a copié le style de Steve Jobs chez ses concurrents partout, c'est la meilleure keynote tech qui ait jamais eu lieu, c'est l'iPhone. Moi, je me suis, alors, je suis peut-être un peu dingue, mais je me la suis fait quand même plein de fois, parce qu'effectivement, moi, je me rappelle, je travaillais. Moi, je l'ai vu une fois, mais je ne savais pas que si vous faites des soirées, vous organisez, dites-moi, je viendrai aussi. Non, mais sérieux, tu l'as pas revu depuis ? Si, j'ai revu des extraits. Je l'ai pas revu en entier comme ça, mais déjà à l'époque, on l'avait pas vu avec une qualité géniale, parce que c'était en 2007. Du coup, on n'avait pas la perfection du streaming. Quand même là. Enfin, c'était aujourd'hui la qualité est bonne. C'était shot by iPhone. C'est comme mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement là, Steve Jobs n'a jamais été aussi bon que sur cette keynote là, parce qu'il savait très bien qu'il allait présenter quelque chose qui était complètement fou, de révolutionnaire, qui avait, comme il l'a dit, 5 ans d'avance sur la concurrence. Je rappelle d'ailleurs que c'était pendant le CES qu'il a présenté ça, CES 2007, et quand il a présenté ce produit, tout le monde s'est arrêté. Le CES n'existait plus. C'était genre, qu'est-ce qu'on fout là ? Voilà. Et il y avait d'ailleurs Andy Rubin, donc patron d'Android, créateur d'Android, qui a vu cette keynote en live, Google se préparait lui aussi à sortir un téléphone, qui a dit il faut tout refaire. On recommence, parce que Google s'apprêtait à sortir un téléphone avec un clavier, etc. C'était pas du tout ce qu'il fallait. Je sais pas, est-ce que vous vous souvenez de la concurrence de l'époque ? C'est ça, mais alors... Les Steve Ballmer qui disaient mais ça marchera jamais. Un téléphone à $500, mais personne n'achètera un téléphone à $500. C'était $500, ce qui par rapport à aujourd'hui paraît là aussi très peu cher. Très peu cher. Et quand tu parlais de concurrence, il y a aussi, je sais pas si tu te souviens de cette couverture de Forbes qui est devenue mythique, le Forbes, donc grand magazine économique, qui était sorti, je sais plus si c'était le mois précédent ou 2 ou 3 mois avant la sortie de l'iPhone, où tu as le patron de Nokia en une, et c'est qui détrônera le roi des téléphones, 1 milliard de clients. Et tu sais vraiment la vista, quoi. Et tu te dis, bah ouais, en fait, ça va très très vite. Un mois après, bam, c'était plié. Mais c'est vrai que cette keynote, en fait, apporte beaucoup d'enseignements sur plein de choses, sur l'évolution technologique, sur la fragilité même des géants de la tech. Nokia, BlackBerry, qui était à l'époque, et qui a déconnecté là son écosystème, son OS. Moi, je me souviens à l'époque, on était déjà journaliste tech, et j'ai 2 souvenirs. L'Apple Store où j'avais acheté mon iPhone, il n'était pas encore sorti. On était allé à New York dans un voyage de presse avec mon camarade Jérôme, et on avait acheté un iPhone. Alors à l'époque, il marchait qu'aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il était hyper bridé ce truc-là. Vous arriviez en France, vous mettiez une puce, ça marchait pas. Il fallait le jailbreaker. Enfin, c'était tout un truc. Mais il y avait aussi un côté mystique, c'est-à-dire que vous branchiez votre iPhone sur le PC, vous le jailbreakiez, et puis d'un coup ça marchait. Vous aviez une impression d'être un surhomme en quelque sorte. Mais c'est vrai, tous ces trucs-là. Et voilà, c'était incroyable, quoi. Une période à incroyable. l'époque, pour le coup, avoir un iPhone dans la main, dans la rue, dans le métro, c'était différenciant. Parce que tout le monde pouvait voir que tu avais un iPhone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Bon, bah voilà. Là, c'était le truc. Mais bien sûr. Moi, je me souviens, il n'y avait pas Outlook à l'époque dessus. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas synchroniser ses mails. Ça n'existait pas. C'est arrivé beaucoup plus tard. Déjà, tu n'avais pas la boutique d'application au début. Il n'y avait pas la boutique d'application. Plus tard. Bien sûr. Mais tu ne pouvais pas, même avec l'appli mail d'Apple, synchroniser ton Outlook. Et déjà, ici, moi, je travaillais à RMC à l'époque, il y avait l'Outlook et on ne pouvait pas le synchroniser. Et malgré tout, j'avais le téléphone. Et je me souviens, tout le monde, tous mes collègues regardaient ce truc-là en disant c'est génial, etc. etc. Et à l'époque, il y avait quand même un smartphone qui était un peu concurrent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'ancêtre de HTC, c'était QTech, qui avait sorti une espèce de téléphone sous Windows Mobile.
qui était comme l'iPhone avec un immense écran tactile, mais avec un stylet. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Steve Jobs dit, nous, on n'a pas besoin de stylet dans sa présentation, c'est avec le doigt. Et on se retrouvait avec un truc génial, quoi. Enfin, bref. En fait, il y a eu parce que Windows Mobile était avant. C'est aussi pour ça que Steve Ballmer a beaucoup critiqué l'iPhone, qui va utiliser un téléphone sans un stylet. Windows Mobile 6.5, je crois à l'époque, était configuré pour être utilisé au stylet. C'était un Windows avec des petits menus et sur lesquels, pour essayer de concurrencer l'iPhone, des gens avaient mis des surcouches. Mais c'était horrible parce que dès que vous sortiez de la surcouche, vous aviez un téléphone comme avant, qui n'était pas terrible à utiliser. Et l'argument de Steve Ballmer, c'était de dire avec le budget d'un iPhone, vous pouvez acheter 2 Windows Phone. Ce qui est un argument un peu idiot. Les gens ils disent non. En fait, non. J'ai pas envie. Je préfère un bon téléphone que 2 mauvais téléphones, c'est assez logique. Voilà, peut-être avez-vous aussi des souvenirs associés à ce rendez-vous, mais ça nous paraissait important de nous y arrêter. Toujours dans cette actualité, parce qu'effectivement, après, avec l'iPhone, des écosystèmes ont été créés. Heureusement, Android a rattrapé son retard très vite. Aujourd'hui, Android est un excellent système d'exploitation. Et évidemment, il y a des tensions à la fois entre iOS et Android sur sur certaines stratégies, et notamment la stratégie des messages. Exactement. Et en ce moment, il y a une bataille entre Android et iOS. Il y a une bataille qui remonte à quelques années déjà, mais en fait, elle a un petit peu éclaté sur les réseaux sociaux à la suite d'un article du Wall Street Journal. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est un article qui explique qu'en fait, les ados américains sont un peu ostracisés quand ils n'ont pas la bulle bleue sur iMessage. C'est-à-dire, sur iMessage, la messagerie d'Apple, on est bleu quand on a un iPhone, dans une conversation de groupe ou par SMS, et on est vert quand on a un Android. Loose. Voilà. Et quand t'es vert, c'est la loose. Quand t'es vert, c'est la loose, en tout cas. C'est ça, en gros, c'est ça, en fait. Voilà, il y a un problème. Effectivement, les ados américains, à partir du moment où ils sont verts dans ces conversations iMessage, on les considère comme des parias, des gens qui ne méritent pas notre attention. Et ça a un petit peu énervé, on va dire, le patron d'Android, cet article et c'est effectivement ces faits qui sont avérés apparemment d'après le Wall Street Journal. Et donc il s'est dit, je vais m'énerver contre Apple sur les réseaux sociaux parce que si il y a du vert et du bleu, c'est tout simplement parce qu'Apple poursuit sa route, fait du iMessage, fait en sorte qu'il ait sa propre messagerie, mais surtout, il ne respecte pas les standards que nous, Google, on respecte. Autrement dit, il y a le SMS que tout le monde connaît, mais maintenant, un nouveau standard qui permet de faire tout ce que fait iMessage, qui s'appelle le RCS, et que Google a implémenté dans Android en 2019. Et il dit simplement à Apple, Apple prive ses utilisateurs d'une expérience correcte avec tout le monde parce qu'il ne suit pas les standards du GSMA, qui définit les standards que sur un téléphone mobile. Il fait sa route avec iMessage. Donc, il s'est beaucoup énervé. Il a fait quelques petits tweets plutôt bien sentis envers Apple. Il s'énerve aussi parce que Apple n'écoute pas ses recommandations. Et Apple vit sa vie, Anthony. C'est ça le problème. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait une intégration universelle d'un système de messagerie. Ça, c'est vrai. Un peu sophistiqué, à part le SMS, pour qu'on ait un Android ou un iOS, on soit en bulle bleue et qu'on ait distribué, lu, qu'on puisse envoyer des photos non compressées, etc. Non, mais c'est vrai que c'est très bizarre, ce truc de bulle bleue, bulle verte, ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Je ne comprends pas tellement pourquoi Apple continue. Il pourrait, effectivement, tu as raison, ils pourraient continuer à avoir leur propre système, mais en même temps permettre à tout le monde d'avoir une bulle verte, voilà, comme ça, il n'y a pas de discrimination. Cela dit, quand même, pas tomber dans le ridicule non plus. Cet argument qui est mis en avant par Google, parce qu'ils ont repris l'argument qui était dans l'article du Wall Street Journal, et je reprends le tweet du patron d'Android, iMessage ne devrait pas favoriser le harcèlement, les SMS doivent nous rapprocher, des solutions existent. Il exagère un peu. Il exagère complètement. Il était un peu vénère là. L'argument le plus capillotracté du monde, quoi. Voilà, les pauvres adolescents, ils sont discriminés, et c'est à cause de vous, méchant Apple. Enfin, faut arrêter. Ridicule. Mais d'un côté, ça doit servir à des messageries alternatives comme WhatsApp, par exemple. Où là, voilà, tout le monde est bleu, tout le monde est vert. Je ne sais pas trop. C'est aussi là-dessus qu'il faut voir cette querelle. C'est-à-dire que quand Apple a développé iMessage et a lancé iMessage, si je ne m'abuse, c'était en 2011. Ça remonte, c'était il y a plus de 10 ans. Apple lance iMessage en 2011, alors qu'il voit d'autres messageries qui émergent, comme WhatsApp, une messagerie concurrente, qui fonctionne avec le numéro de téléphone. Donc, ils ont créé iMessage pour faire une réponse, une messagerie, on va dire, plus intelligente que ce qu'il y avait à l'époque. Autrement dit, du SMS, un peu de MMS, mais les MMS
c'était pourri. Ils ont créé iMessage et ils l'ont développé depuis 10 ans. Google, en face, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé des milliards de messageries différentes. Ils ont d'abord essayé Google Talk, ça fait très longtemps. Ils ont essayé après Hangouts, ils ont essayé Chat, ils ont essayé Duo, Allo. En fait, ils ont essayé plein de choses, il n'y a rien qu'à marcher. Donc aujourd'hui, ils se disent, ce qui va marcher, c'est qu'on fasse le standard qui est, alors qu'il y a des défauts, notamment sur le chiffrement et tout ça, qu'ils ont amélioré à leur sauce, justement pour combler certains défauts. Mais en gros, depuis 2 ans, ils suivent ce standard pour dire nous, on est les bons élèves. Et Apple à l'époque, en 2011, quand ils ont créé iMessage, il n'y avait pas ces standards. Donc après, c'est compliqué tout à fait de revenir là-dessus. Mais après, on peut se dire que Apple pourrait faire un effort pour essayer de standardiser cette messagerie pour que on est même en termes de confort, pas de discrimination, mais de différence entre un utilisateur Android et un utilisateur iOS. Là aussi, on voit qu'Apple reste sur ses positions. Mais ils n'ont pas l'habitude de revenir en arrière. Ils n'ont jamais donné aucune réponse à Google là-dessus, mais il y a aussi quand même un truc qui est vrai quand même, c'est qu'on l'a su à la suite du procès Apple versus Epic, où il y a beaucoup de mails qui ont été publiés. On a appris pas mal de choses croustillantes. Notamment que Apple a choisi de rendre iMessage unique sur iPhone, de ne pas le porter par exemple sur Android, pour en faire un facteur différenciant. Et Apple est bien conscient de ce côté bulle bleu, bulle vert, et du fait de dire que c'est mieux d'avoir un iPhone et iMessage est une valeur ajoutée. C'est du marketing. C'est du marketing. Les utilisateurs de première classe et de deuxième classe. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez suivi, FaceTime s'est ouvert. Et on a eu quand même un petit espoir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut lancer FaceTime depuis un navigateur, qu'on soit sous Windows ou sur n'importe quel OS. Donc on se dit, tiens, FaceTime, peut-être demain iMessage, voilà. On verra, mais bon, il y a quand même des petits efforts. Après, je pense qu'ils n'ont pas le même problème sur FaceTime et iMessage. iMessage, surtout aux États-Unis, l'iPhone est ultra dominant aux États-Unis et ils ont une situation où iMessage est très populaire. C'est pas forcément le cas sur la visio. Et puis FaceTime, je pense, ça a été précipité parce qu'on voit qu'il y a l'explosion de Teams, de Zoom, etc. Exactement. Et Apple s'est dit, on va pas passer à côté de ce truc-là. Il faut qu'on ouvre FaceTime. Dans l'actualité aussi, alors vous le savez, depuis quelques années, Samsung fait cavalier seul sur les téléphones pliants ou pliables, tout dépend. Alors nous, à 01, on dit pliant. Voilà, je sais très bien. On est fait partie de cette école-là. Voilà. Je sais très bien. Et je sais que c'est pas facile. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dirais pliable ou pliant? Je dis pliant aussi. Pliant, je dis pliant aussi, mais c'est un vrai débat sémantique. C'est un vrai débat, bien sûr. Mais pliant, normalement, est plus logique puisque il est designé pour être pliant. Pliant, c'est ça. Et donc, Samsung, depuis quelques années, fait en quelque sorte cavalier seul avec des téléphones pliants. Il y a eu quelques essais chez Motorola, qui n'étaient pas forcément hyper réussis. Et peut-être que l'année 2022 sera le théâtre d'une bataille un petit peu plus âpre dans ce domaine, non ? Tout le monde s'y met. Oui. Vas-y, Eric, tu as eu l'occasion de les tester, je crois. J'en ai vu un il y a 2 jours. En fait, effectivement, les Chinois s'y mettent. Les constructeurs chinois s'y mettent fort. Il y a notamment Honor qui a présenté, Honor ex-Huawei, désormais qui vole de ses propres ailes. Honor a présenté un téléphone pliant. Géant, un peu comme le Galaxy Z Fold, on va pas se mentir, ça ressemble quand même beaucoup au Galaxy Z Fold. Donc il s'ouvre de manière horizontale, voilà, comme un livre. Et donc vous avez un écran en façade qui est déjà assez grand, mais quand vous l'ouvrez, vous avez quasiment 8 pouces de diagonale. Donc c'est un smartphone qui se transforme en tablette. Voilà, un smartphone donc c'est un peu le même concept que le Galaxy Z Fold, mais il n'y a plus du coup que Samsung qui en fait, et surtout il y a aussi Oppo qui a lancé, donc autre marque chinoise, qui est devenue en l'espace de quelques temps un énorme acteur du smartphone, qui a présenté en Chine un smartphone qui s'appelle l'Oppo Find N, qui est un smartphone pliant, beaucoup plus compact. Et en fait, on a eu Oppo nous a invité toute la presse pour essayer son smartphone. Il en est très fier de ce smartphone Oppo. Ils se disent c'est vraiment un super produit. Alors il ne va pas sortir en France, mais effectivement quand on l'a en main, ils font des présentations pour un produit qui sort pas en France. Non, quoi. C'est pour montrer qu'ils font de la comme Honor d'ailleurs, parce que Honor le produit sortira pas. Montre leurs muscles. Ils montrent leurs muscles, mais effectivement, le produit est plutôt sympa. En fait, tout simplement pour une raison, c'est qu'il est compact. En fait, l'écran d'accueil fait à peu près la taille de l'écran de l'iPhone 13 mini. Vous voyez ce que c'est, donc c'est 5,4 pouces. C'est vrai. Et donc, c'est très facile à utiliser d'une main. Puis
vous l'ouvrez, puis là on a un écran carré qui est un peu plus petit que celui du Fold, Oui. qui fait 7.1 je crois. Mais c'est qui est quand plus même petit. sympa. Mais c'est sympa parce qu'effectivement on a comme ça accès à des vidéos en plus grand. Pour consulter les pages web c'est beaucoup plus pratique. Pour jouer aussi c'est vachement bien. Ça faisait un peu Game Boy Advance là sur le truc. C'est pas mal, moi j'aime bien. La Game Boy Advance SP. Voilà, oui, exact. Waouh, C'était très très cool. Exact. Ça c'est bien. Mais ils sont pas mal, ils sont jolis. C'est vrai que ça. Effectivement, ce que tu disais, c'est plus seulement Samsung qui est sur ce secteur, et ça veut aussi dire que c'est un pas vers la démocratisation probablement. Oppo et Honor sont plutôt réputés faire des smartphones avec un rapport qualité-prix honnête, donc probablement avec des prix qui vont baisser. Donc peut-être que ça va être un premier pas vers l'adoption de masse, parce que c'est vrai que ça fait quand même maintenant 2-3 ans qu'on les voit sur le marché, mais que personne ne les a en vrai. Je veux dire, dans la vraie vie, à part les journalistes tech, je vois personne qui a un smartphone pliable dans sa poche ou dans sa main. Peut-être des chefs de produits aussi. Oui, des chefs de produits. De leur certainement. Non, mais c'est vrai, c'est là que tu repères. Ah, lui, c'est chez Samsung. Il soit a chez un Samsung, client, soit chez Zero. Hein. C'est l'un ou l'autre. Mais non, mais c'est vrai. Après, moi, j'attends la prochaine étape. J'avais déjà dit ici, mais moi, maintenant, ce que j'attends, c'est le téléphone vraiment déroulable. Tu sais, comme avec le côté store et tout. Moi, ça, j'adore. Le papyrus, là. C'est marrant parce que Oppo, justement, nous a montré ça aussi l'année dernière. Il était encore dans leurs locaux quand il dit vous on fait ça aussi. C'est vachement bien. Le seul problème de ça, c'est que c'est, à mon avis, encore plus fragile qu'un écran pliant. Et donc, du coup, il y a des contraintes d'ingénierie qui sont, à mon avis, compliquées. Mais c'est vrai que c'est encore plus cool. Mais ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que, on disait, juste pour les prix, c'est pas non plus des smartphones pas chers. En gros, le Oppo Find Line, là, c'est quand même du 1300-1400 euros qui sortait en France. Donc, il y a donc, la démocratisation, je sais pas encore si ce sera cette année. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a et en fait, par contre, ils sont très contents de dire qu'il est sold out en Chine, apparemment. Je ne sais pas comment ils en ont produit, mais en tout cas, on ne peut plus le trouver en Chine. Ou 11 avec la pénurie des semi-composants. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais donc voilà, je ne sais pas comment ils en ont vendu, mais il est sold out. Donc apparemment, ça me plaît beaucoup en Chine. Moi, surtout, ce que je voudrais voir, moi, c'est aussi des nouveaux usages. Parce que les nouveaux usages, c'est vrai que c'est cool de pouvoir jouer à un jeu en grand écran. C'est vrai que c'est cool d'avoir un peu plus de place quand on surfe, mais en fait les nouveaux usages on les voit pas des masses non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une killer app qui fait j'ai vraiment besoin d'un smartphone pliant. Il y a beaucoup de petits gadgets d'interface, vous pouvez le plier, le mettre format PC comme un PC pour faire une visio, des choses comme ça, mais c'est pas des killer apps à mon sens. Et c'est peut-être ça aussi qui manque au smartphone pliant, c'est-à-dire vraiment le truc qui disait là du coup il m'en faut vraiment un. Voilà. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, et je pense là-dessus que Google a un gros rôle à jouer avec Android 12L, qui est une version, on va dire, pour grand écran et pour smartphone pliant de Android 12. Google a peut-être un grand rôle à jouer pour démocratiser aussi et pour trouver des usages qu'on a. Des usages qui font qu'on se dit waouh, c'est vrai qu'un pliant, c'est vraiment cool. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que si ces téléphones sortent en 2022, il y aura là une vraie concurrence qui va commencer à se mettre en place entre Samsung, Oppo, Honor. On peut imaginer que d'autres aussi suivent. Et là, peut-être que les prix vont baisser parce qu'il y aura une concurrence sur des modèles pas similaires, mais en tous les cas qui ont le même concept. Ça sera intéressant à suivre. Dans l'actualité, Anthony, parce qu'on sait que tu aimes les belles choses, tu as testé pour nous la montre Louis Vuitton. Alors, je ne sais pas si tu l'as testée. Non, je ne l'ai pas testée. Est-ce que tu l'as vue? Non, je l'ai vue. Alors oui, elle est absolument magnifique. Elle est très très belle. Alors pour ceux qui nous regardent, vous allez voir, je vais la décrire pour les autres, mais c'est une montre... elle est ronde, elle a des bords incurvés, donc un écran un petit peu bombé, donc un écran, je pense, légèrement incurvé sur les côtés, avec des petits sigles, des petits logos LV rétro-éclairés, très joli effet. Un petit bouton sur le côté avec un Louis Vuitton gravé. Enfin, elle est vraiment très classe. Donc c'est un bijou. C'est un bijou. On est vraiment entre l'objet connecté et l'objet de luxe. Moi j'aime beaucoup. Alors ils en avaient déjà sorti. Alors celle qu'on voit ici, celle qu'ils avaient sortie en 2017, qui s'appelait la Horizon Tambour. Et là c'est la Tambour Horizon Light Up qui est sortie, qui va sortir, qui a été annoncée ici, qui est très très belle. Et en fait ce qui change, la grande nouveauté, c'est que jusqu'ici, leur montre tournait sous Wear OS, qui est l'Android en gros des accessoires et des vêtements. Et là, ils travaillent avec leur propre système d'exploitation. Ils ont décidé d'utiliser leur propre système d'exploitation. Donc exit Google. Alors c'est compatible
apparemment, il faudra voir comment, avec Android et avec iOS. Mais du coup, on se retrouve avec une montre avec, alors qui est très belle, mais qui a des capacités qui sont très limitées par rapport à ce que tu peux avoir sur une montre, sur une Apple Watch ou sur une montre Et traditionnelle. oui, parce qu'avec un OS propriétaire, évidemment, l'écosystème est plus restreint. Exactement, donc tu vas pas aller sur Spotify, tu vas pas avoir Google Maps, donc ok, tu as tes comment dire, Notifs. voilà, tu as tes notifs quand même, tu as les guides du routard de Louis Vuitton, ce qui est assez chic quand tu es dans une ville, là, c'est pas mal. Donc ils te proposent que des restaurants 5 étoiles, et Ah oui, c'est ça. 3 étoiles et 2 étoiles. Je veux un McDo, mais ça ne va pas. Mais bon, si tu as la montre Louis Impossible. Vuitton, normalement tu as le budget qui va avec, ce qui coûte quand même 3 000 €. Alors ce qui pour une montre de luxe n'est pas très cher en définitive, mais enfin ça reste quand même un budget. Et avec aussi la limite, moi c'est un peu la limite que je porterais à ce genre d'objet, c'est que à la fois c'est beau et en même temps une montre de luxe, c'est un truc qui est quasiment un objet de transmission entre générationnel, intemporel, exactement, que tu vas pouvoir garder toute une vie, même le transmettre à tes enfants, les petits-enfants, etc. Là, tu peux dire ce que tu veux, l'OS, la tech, tout ça, dans 5 ans, dans 10 ans maximum, ce sera de toute façon obsolète et on sera passé à quelque chose d'autre. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas ultra convaincu. Et le côté aussi... créer notre propre OS, faire notre propre système. Moi, ça me fait un peu penser. Vous vous souvenez de Vertu, la marque Vertu? Oui, vous vous souvenez de ça? Bien sûr. C'était une filiale de Nokia, d'ailleurs. Ouais. C'était la filiale luxe de Nokia. Ouais. Ils faisaient des smartphones ultra luxe, sertis de diamants, d'or, etc., avec leur propre système. Qui plaisait beaucoup à un moment à tous les aux jet-setters, aux milliardaires du Golfe, aux milliardaires chinois, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. On avait des trucs un peu too much quand même. Ah bah là c'était mes bling total, quoi, hein, vraiment. Mais il y a un moment ils se sont quand même rendus compte qu'un iPhone c'est quand même vachement mieux, quitte à mettre une coque or 24 carats avec des diamants, etc. Mais enfin c'est mieux d'avoir simplement un iPhone ou un smartphone Android plutôt que d'acheter le téléphone de luxe. Voilà. Donc j'ai peur que ça fasse un petit peu la même chose avec cette montre Louis Vuitton, même si c'est un très bel objet. Voilà, à tester pour voir. Hein. Ouais, c'est intéressant de voir un peu ce que ça donne. Mais en fait, juste pour compléter ce que vient de dire Anthony, en fait, il y a déjà eu un exemple aussi sur la montre connectée, c'est Apple. Apple, quand Apple a sorti l'Apple Watch, ils avaient l'Apple Watch Edition. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, qui valait, je crois, la bagatelle de 10 000 € si on prenait. Alors, qui était tout en or. Enfin bon, je me souviens plus exactement des détails techniques. Je pense que c'était un délire de Jonathan Ive. C'est bien possible, c'est bien possible. Mais Apple a arrêté depuis cette édition, puisqu'en fait, comme on l'a dit, c'est obsolète. L'Apple Watch Edition première génération aujourd'hui, vous pouvez la foutre à la poubelle, parce qu'elle ne sert plus à rien. Alors qu'elle a coûté 10 000 balles quand même. C'est ça. Donc, parce que maintenant, les montres, c'est devenu, en plus, le gros argument de vente, c'est le côté santé connectée, tu vas avoir l'électrocardiogramme, le machin. C'est plus juste un podomètre, quoi. Et là, en fait, on revient à l'origine de la montre connectée. Franchement, c'est juste pour avoir ses notifs au poignet et compter les calories que tu brûles dans la journée. Mais c'est intéressant parce que finalement, l'analogique est intemporelle. Alors que le numérique ne l'est pas. Exactement. Et c'est belle leçon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On se dit, vous achetez une Rolex par exemple, la Rolex, vous pouvez la garder des dizaines et des dizaines d'années. Non seulement elle ne vieillira pas, mais elle prendra de la valeur. Elle va se patiner avec le temps. Le numérique, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, au bout d'un moment, c'est obsolète. Les batteries se fatiguent, les puces deviennent obsolètes. Et voilà, c'est assez intéressant. On va maintenant passer, après la montre, au gros camion. On est comme ça. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. D'un côté, les jolies montres Louis Vuitton, toutes délicates, et de l'autre côté, des trucks. Mais attention, ces camions, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont électriques et en plus... Anthony, autonome. Ouais, complètement autonome. Et je voulais vous parler de cette expérimentation qui a été menée sur les routes de l'Arizona il y a quelques jours, juste avant le CES d'ailleurs. Et je crois que l'entreprise qui a fait ça était présente au CES. Elle s'appelle Too Simple. C'est une licorne, mais ils sont cotés en bourse depuis quelques temps. Ils valent $6 milliards maintenant. Ils ont fait des levées de fonds complètement folles. Et ils ont réalisé le premier trajet en camion autonome. Mais quand je dis autonome, c'est 100% autonome. C'est-à-dire, on parle souvent de voitures autonomes, même de camions autonomes. Mais il y a tout le temps, tu sais, un conducteur humain, au cas où il se passerait un truc, il peut appuyer sur le gros bouton pour tout arrêter, reprendre le volant, etc. On appelle ça un opérateur, en fait. Un opérateur, exactement. Et bien là, pour la première fois, le camion était complètement vide. C'est-à-dire le volant tourne tout seul, il n'y a personne sur le siège du conducteur. Pour les automobilistes qui passent à côté, ça a quand même dû faire tout le monde. Tu doubles le camion, tu tournes la tête, il n'y a personne et le volant tourne tout seul. Quand même un peu étonnant. Alors il y avait quand même une voiture en éclaireur qui était à plusieurs kilomètres à l'avant, au cas où il y aurait vraiment un truc énorme, un énorme obstacle ou quoi, pour pas faire foirer la démonstration. Mais sinon, le camion s'est vraiment débrouillé tout seul de A à Z, ce qui laisse préfigurer derrière une révolution potentielle dans le monde du transport routier. Alors,
avec toujours, parce que à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, moi, alors peut-être pas dans cette émission, parce que là c'est un public de technophiles, mais en général, on me dit mais attends, mais tu veux mettre tout le monde au chômage, tu vas mettre les chauffeurs de VTC au chômage, tu vas mettre les routiers au chômage. En fait, non, on a une pénurie de chauffeurs routiers à l'échelle mondiale. Rien qu'en France, il en manque 50 000. Et donc là, il rapprend la pénibilité de ce métier. Bien sûr, c'est un métier très très difficile, c'est très compliqué. Et donc là, potentiellement, on va pouvoir en fait répondre à cette pénurie grâce à ces camions qui pourraient en plus rouler en ce qu'ils appellent le platooning. Donc en gros, tu aurais un opérateur humain à l'avant, dans le premier camion de tête, et puis 2, 3, 4 camions qui suivraient derrière, qui profiteraient de l'aspiration du premier, et qui, eux, seraient en mode complètement autonome sur les routes. Et on sait que ça intéresse beaucoup. Amazon teste des camions autonomes sur les routes américaines. Tesla aussi, sur le coup, avec son truck. Waymo, la filiale véhicule autonome de Google. C'est vrai qu'on parle tout le monde. Ouais, on parle beaucoup de véhicules autonomes pour les particuliers, mais c'est peut-être sans doute tout le B2B, en fait, la livraison de produits qu'on commande, voilà, des gros camions, etc. C'est peut-être là où ça va commencer. Alors, en fait. La réponse que j'ai pas, c'est comment tu fais pour recharger le camion. Il faut quand même un humain à un moment qui mette, qui mette la prise. Ouais. Pour le camion électrique. Mais après, bon, au-delà de cette expérimentation, ce qui va être intéressant de voir, c'est quand est-ce que ça va vraiment rentrer dans le quotidien, en fait, de certaines boîtes qui vont faire appel à ce service. Oui, et puis il y a la question de la réglementation. La réglementation, les assurances, etc., voilà. etc. C'est toujours un peu compliqué. Dans l'actualité aussi, cette semaine, c'est cette actu sur les antivirus que tu as traité à zeronet.com, Eric. Les antivirus qui s'intéressent en fait au minage de crypto, et tu voulais nous en parler. Oui, parce que tout le monde connaît ces marques, tout le monde connaît Avira, tous les gens qui ont un PC en tout cas, tout le monde connaît Avast, tout le monde connaît Norton. Et ces gens-là ont décidé, un peu du jour au lendemain, et sans vraiment en faire des grands communiqués de presse, d'intégrer une nouvelle fonction à leur antivirus, une fonction de minage de crypto-monnaie. Alors, à quoi ça sert en fait, tout simplement? Alors, c'est de l'opt-in, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, ça incite quand même beaucoup les gens à le faire, parce qu'en cliquant sur un petit bouton, vous pouvez dire hey, mais gagner de l'argent, ça va être super. Vous cliquez ici, vous démarrez, puis votre ordinateur va tourner comme ça en tâche de fond quand vous ne l'utilisez pas, pour miner de l'Ethereum, hein, qui est la crypto-monnaie la plus célèbre après le Bitcoin. Donc ils ont installé ça sur Norton, la suite Norton, hein, qui est un logiciel payant. Ils ont aussi installé ça sur Avira, un logiciel d'antivirus gratuit très très connu et installé sur des dizaines de millions d'ordinateurs de par le monde. Et ils vont peut-être l'installer sur Avast, qui est aussi un antivirus très connu, parce qu'ils viennent de racheter Avast. Et évidemment, cette entreprise qui s'appelle Norton-LifeLock essaye de monétiser davantage ces logiciels qui distribuent gratuitement. Hein, je rappelle, Avira, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver un modèle économique sur tous ces trucs-là. Hein. Ouais. C'est malin de ce point de vue-là. Oui, c'est malin. C'est malin, mais c'est malin, sauf qu'il y a deux problèmes à mon sens. C'est-à-dire que normalement, un antivirus, il ne sert pas à miner la crypto, il sert plutôt à vous montrer qu'il y a un mineur de crypto sur votre ordinateur. C'est clair. C'est plutôt son rôle, c'est de dire attention, là, tu viens d'installer un mineur. En fait, eux, ils font l'inverse. Non, nous, on a un mineur, voilà. Ça, c'est le premier problème. C'est vrai, tu installes l'antivirus, tu as l'impression d'installer un malware sur ton ordinateur. C'est extraordinaire. Franchement, je trouve la logique est folle. C'est assez génial. Et donc, ça va évidemment, quand ça tourne, ça baisse les performances de l'ordinateur, même si c'est censé être intelligent et tout ça. Bon, bref. L'autre problème, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose pour gagner de l'argent, soi-disant pour vous, mais en vrai, si vous avez un ordinateur à peu près moyen, vous ferez à peu près, si vous faites 1 euro par mois avec cette solution, c'est pas mal déjà. Oui, c'est bien. Mais par contre, ce qu'ils vont faire, ça nous coûtera beaucoup plus en électricité. Exactement, ça va consommer beaucoup en électricité. Ouais. Et par contre, eux, ils vont se prendre 15%, parce qu'il y a une petite commission quand même. Ah bah oui. Donc du coup, sur tous les gains de minage, eux vont récupérer une partie de ces gains. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si on va dire 1 million de personnes s'amusent à faire ça. Ils se font une ferme de minage géante en fait. Ils se font une ferme, exactement. Ils ont une ferme de minage grâce à des logiciels gratuits qu'ils ont installés. Alors je trouve ça mais hallucinant. Et en fait, c'est du grid. C'est du grid en fait tout ça. Carrément, Moi, je me souviens quand on était plus jeune. Il y avait justement cette notion de grid pour partager des calculs puissants, etc. Il y avait toute une mode. Il y avait le SETI pour chercher de la vie extraterrestre. Incroyable. Et on a tous installé ce truc-là sans trop savoir ce qu'on faisait. Mais il y a toujours des programmes qui existent aujourd'hui pour aider à la recherche médicale, par exemple. Il y a vraiment des trucs qui sont formidables. Le Folding Atom, par exemple, a essayé, essaye toujours, je crois d'ailleurs, de combattre le Covid avec un système comme ça distribué. Mais bon, là, on n'est pas vraiment
sur la même chose. Là, c'est vraiment rappeler aux gens leurs plus bas aspects. Essayez de gagner des sous avec votre antivirus. Super. C'est du grid et de la grid. Là, c'est grid et grid. Non, mais c'est vrai. C'est assez dingue et c'est vraiment pas le bon chemin à prendre pour les antivirus. Les antivirus sont là pour normalement vous protéger contre des menaces qui sont de plus en plus nombreuses en plus. Et là, on se retrouve avec un modèle. Je comprends la logique derrière parce que j'ai pas les chiffres en tête, donc pardon, je parle un petit peu au doigt mouillé, mais les antivirus, ça doit pas très 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 bien se porter depuis quelques années, parce que aujourd'hui, tu as un ordinateur sous Windows, tu utilises Windows Defender globalement, qui fait le job, qui fonctionne bien. Alors c'est peut-être un poil moins bien que la version payante de Norton. Mais globalement, je pense que ça a dû quand même pas mal faire chuter leur vente. Donc là, ils cherchent des relais de croissance. C'est assez logique de leur point de vue. Mais vraiment, le truc, effectivement, c'est exactement ce que tu disais. C'est, en gros, c'est censé te prémunir contre les mecs qui viennent miner sur ton ordinateur. Et là, tu installes un système de minage. C'est quand même assez. Et rappelons qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un PC, vous avez des suites antivirus qui sont préinstallées. Hein. Donc ça veut c'est dire. une spécialité de Norton, d'ailleurs. Ça veut dire que peut-être que les prochains PC qu'on achètera tout neufs, on aura tous ces systèmes préinstallés. Et sans le savoir, il y aura du minage, etc. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message. N'installez jamais, dès que vous avez un nouveau PC, n'utilisez pas les logiciels qui sont fournis avec. Désinstallez tout. Désinstallez notamment les suites antivirus qui sont des... Une vraie tannée de désinstaller Norton une fois que tu as Windows Defender, que tu veux utiliser Windows Defender. C'est presque comme si tu avais un malware sur ton ordinateur aussi. C'est une vraie... J'y ai passé 1 heure, moi. Non, mais c'est dingue, hein, c'est incroyable. Et puis, il faut s'y connaître un petit peu. Enfin bref. On va terminer avec un petit phénomène que tu voulais nous décrypter, Anthony, c'est le jeu Wordle. Oui. Tout le monde parle de ça actuellement. Je pense que personne n'a pu passer à côté, là, à part habiter dans une grotte, mais on a tous un collègue, un ami qui publie tous les jours fièrement sur les réseaux sociaux son résultat à Wordle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu Motus revisité. Vous connaissez le principe. Il n'y a pas les boules noires, il n'y a pas le mais sinon, il n'y a pas Thierry Beccaro non plus. Ça, c'est bien dommage parce que franchement. Mais ça ajouterait au jeu, peut-être pour la V2 éventuellement. Mais sinon, c'est le même principe. Donc en gros, il faut trouver un mot de 5 lettres. Vous avez 6 essais. Si vous réussissez, la lettre est verte. Si elle n'est pas bien placée, elle est en jaune, etc., etc. Et en fait, là où c'est très malin, alors c'est viral, c'est-à-dire c'est un ingénieur qui est basé à New York qui a mis ça au point à la base pour jouer avec sa compagne, visiblement, et puis ensuite ça a fonctionné avec leur réseau d'amis. Ouais. Il y avait quelques dizaines de personnes qui jouaient à la fin de l'année dernière, et puis là ils sont à plus de 2 millions d'utilisateurs et c'est monté comme ça. Ça fait partie de ces phénomènes un peu fous, tu vois, comme 2048 à l'époque, Flappy Bird, comme ça, des jeux qui sont sortis un peu de nulle part du chapeau. Et en fait, là où c'est très malin, je trouve, alors c'est un jeu qui est complètement gratuit, donc il n'y a pas de pub, il n'y a rien, vraiment, il n'a pas fait ça pour gagner de l'argent, ça se joue sur navigateur, c'est même pas une application mobile, et on est vraiment aux antipodes de tout ce qui fait les recettes du succès aujourd'hui sur les jeux mobiles, avec le truc de le modèle premium ou freemium, bien sûr. où en gros on va te pousser à revenir encore et encore et encore, tu vois, genre moi j'ai été un gros joueur de Clash Royale, donc je dis sans problème, mais voilà, où on va te faire tout pour que tu reviennes sur l'application tous les jours. Là c'est exactement l'inverse, puisque tu n'as le droit de jouer qu'une seule fois par jour. Tu fais une partie, et après tu te compares avec le reste du monde, et c'est tout, ce qui fait que tu as encore plus envie de revenir. C'est très malin comme principe. Alors là, il y a des tonnes et des tonnes de copycats, de clones divers et variés qui ont vu le jour. Et d'ailleurs, Apple leur fait la chasse. Google un peu moins sur l'App Store. Sur le Google Play Store, il y en a plein encore qui pullulent. Mais ouais, je trouve que c'est une bonne... En fait, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est complètement gratuit, modèle économique inexistant, mais je pense qu'il y a une leçon quasiment magistrale à en tirer pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Voilà, ça sera le mot de la fin. Eric, t'as testé Wordle ou pas ? Oui, j'ai essayé. Alors, effectivement, il y en a aussi des versions françaises qui commencent à émerger parce que le problème, c'est que c'est de l'anglais. Oui, c'était de l'anglais. Mais oui, c'est Motus, mais c'est aussi ce bon vieux jeu du pendu. Oui, c'est le pendu. Le pendu, et le pendu, ça marche toujours. Une partie de pendu, c'est cool. Dans les plus vieilles marmites qu'on fait les meilleurs pots. Ou les soupes. Dans les meilleurs pots qu'on fait les meilleurs. C'est ça, c'est un truc comme ça. Bon, vous nous avez compris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. La plupart de ces actus, vous pouvez les retrouver sur 01net.com, bien sûr, et sur l'appli mobile. Et puis Anthony. Merci Anthony. On te retrouve chez Estelle, bien sûr, sur BFM Business tous les jours, et la semaine prochaine dans De quoi je me mêle. Vous restez avec nous. Retour au CES de Las Vegas avec un point sur les nouveautés Sony dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.